Commençons par la principale nouvelle du jour. Le procureur général des États-Unis a été renvoyé et Pam Bondi retourne en Floride où elle obtiendra un autre emploi. Pourquoi ? Je vous expliquerai plus tard ce qui s'est passé. Le Royaume-Uni a commencé à abroger rapidement les lois qui, depuis plus de 10 ans, détruisèrent la liberté d'expression dans ce qui fut, autrefois, un grand pays. Ils se sont soudain souvenus qu'ils étaient le berceau de la démocratie moderne. Récemment, ils se sont rappelés qu'ils avaient autrefois rédigé une charte, qu'ils avaient en créé le code des lois britanniques. Pourquoi tout à coup, on peut répondre en un seul mot ? Un mot de 5 lettres, pas de 3 comme vous l'avez pensé. La première lettre est T, la deuxième est R. Pour la suite, devinez vous-même. Les détails à suivre. Mais l'événement le plus important de la journée, bien sûr, c'est l'éventuelle dissolution de l'OTAN, après le discours de Trump. Donc, la suite concernant l'Iran. Mais ça a commencé à tomber sur l'Iran, parce que Trump a promis que dans les 2 ou 3 prochaines semaines, ce sera très chaud, et ça a commencé à tomber aussi du côté d'Israël. Et ça a commencé à tomber aussi du côté américain, après les bombardements des quartiers résidentiels en Israël. Les Israéliens sont un peu devenus fous. D'ailleurs, ils ont touché, les Israéliens, le principal négociateur de l'Iran. C'est probablement Kamal Karazi. Et ils l'ont blessé, mais il semble que ce soit critique. Il était le principal Iranien chargé de faire traîner les négociations, mais ils en ont en fait beaucoup comme lui. Parce que les Perses adorent ça, et ils savent marchander. Mais sous les bombes, c'est très difficile de jouer au plus malin. Je ne dirai pas le mot en entier. On ne sait pas s'ils ont essayé de l'éliminer ou s'il a simplement été pris dans la frappe par hasard. Je vous montrerai un peu plus tard comment et où les bombes tombent. Ce n'est pas rien. Oui, messieurs, ça passe. Maintenant. Gênes. Le secrétaire de l'OTAN a affirmé que Trump avait raison dans ses revendications. Mais il est sûr que l'alliance ne s'effondrera pas. Voilà, à la fin, je vous montrerai une déclaration brillante ou un discours sur la Fédération de Russie. Nous accueillons maintenant le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, en direct de La Haye, aux Pays-Bas. Bienvenue dans Face à la Nation. Margaret, ravi de revenir dans l'émission. Bonjour. Bonjour. Nous avons vu que l'Iran a lancé 2 missiles sur Diego Garcia, une île de l'océan Indien où se trouve une base conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni. C'était à 4000 km du territoire iranien, la plus grande distance jamais atteinte par l'Iran. Vous venez d'entendre l'ambassadrice Waltz parler d'un possible désaccord entre Israël et les États-Unis concernant le potentiel de l'Iran, en se basant sur ce qu'ils ont lancé. Israël affirme qu'il s'agissait de missiles balistiques intercontinentaux pouvant atteindre Berlin, Paris et Rome. L'OTAN partage-t-elle cette évaluation? Nous ne pouvons pas encore le confirmer, d'où notre enquête. Mais si c'est vraiment le cas, cela ne fait que confirmer une fois de plus que ce que le président fait ici, en éliminant le potentiel des missiles balistiques et en supprimant le potentiel nucléaire de l'Iran, est d'une importance cruciale. Et comme l'a dit à l'instant l'ambassadeur Waltz, nous l'avons vu avec la Corée du Nord. Si nous négocions trop longtemps, nous risquons de manquer le moment où il est encore possible d'agir. La Corée du Nord dispose désormais d'un potentiel nucléaire. Si l'Iran acquiert un potentiel nucléaire, y compris des missiles, ce sera une menace existentielle directe pour Israël, la région, l'Europe et la stabilité mondiale. C'est pourquoi ce que fait le président est extrêmement important. J'ai vu les sondages, mais j'espère vraiment que le peuple américain le soutiendra, car il agit pour rendre le monde entier plus sûr. Donc, pour clarifier, pensez-vous vraiment en ce moment que l'Iran pourrait bombarder Berlin, Paris et Rome? Sont-ils tous directement menacés? Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'ils sont très proches de posséder cette capacité. Nous pensons à Berlin, mais si c'est vrai, cela signifie qu'ils ont déjà cette capacité. Si ce n'est pas le cas, nous savons qu'ils sont très proches de posséder une telle capacité. Et c'est justement pour cela que, oui, je sens qu'en Europe, la plupart des politiciens, cela trouve un écho chez eux. Ce que fait ici le président, c'est précisément d'éliminer, de réduire la capacité de l'Iran à redevenir un exportateur de chaos, de pur chaos pour la région, pour le monde entier. En réponse au discours de Donald Trump, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a fait la déclaration suivante. Écoutons d'abord Donald Trump lui-même, puis la réponse de Mark. Je pense que l'OTAN fait une grosse bêtise et je dis depuis longtemps que je doute que l'OTAN soit un jour de notre côté. Donc, c'était un excellent test, car nous n'avons pas besoin d'eux, mais ils devaient être là. Le président continue de présenter cela comme une sorte d'échange de bons procédés et il a également mentionné l'Ukraine dans le même contexte en disant « J'aide l'Europe avec l'Ukraine ». Pourquoi ne m'aide-t-il pas?
Cela ne vous inquiète-t-il pas que cela nuise aux objectifs de l'OTAN ailleurs? Je sais seulement que nous nous unissons toujours. C'est sous la direction du président Trump que nous avons tenu un sommet extrêmement réussi à La Haye, où nous avons convenu de consacrer 5% de notre PIB à la défense. Pour la première fois depuis l'époque d'Eisenhower, soit il y a longtemps, les dépenses européennes et américaines ont été mises au même niveau. Non seulement parce qu'il est juste que tout le monde dépense de manière égale, ce qui était le souhait de Trump, le 45e président, et maintenant c'est Trump, le 47e. Il l'a fait car nous en avons besoin face à la menace russe et nos autres adversaires. Ensuite, pour l'Ukraine, ce sont encore les États-Unis qui fournissent un soutien crucial en matière de renseignement et assurent le flux d'armes, travaillant avec les Européens pour soutenir la lutte de l'Ukraine contre les Russes, en veillant à ce qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Et pour l'Iran, j'en suis absolument convaincu, et je comprends la déception du président face à la durée, mais je demande aussi de la compréhension. Les pays devaient s'y préparer sans certitude, pour de bonnes raisons, à l'attaque initiale contre l'Iran. Mais maintenant, en s'unissant, pour s'assurer que nous puissions garantir la sécurité du détroit d'Ormuz. La gauche en Europe appelle Rutte l'agent de Trump. Mais il me semble qu'il se soucie d'abord de l'Alliance et de l'Europe, et non de plaire à Trump ou à la foule enragée de gauche. Un nouveau roman de mon ami Victor Friedman, Vystrelv Deviatkou, est récemment sorti. C'est à la fois un roman policier et un drame sportif. Victor est un excellent journaliste, traducteur et écrivain. Le lien vers son livre sera donné ci-dessous, dans la description. Trump 9, Victor Friedman. Et maintenant, parlons de la Grande-Bretagne, ou de ce qu'il en reste. L'Amérique a été choquée lorsque la presse a commencé à publier des articles selon lesquels, en Grande-Bretagne, à l'exemple de la Russie de Poutine, on s'en prend clairement aux blogueurs, ainsi qu'aux simples utilisateurs des réseaux sociaux. Ils ont commencé à venir tôt le matin dans des fourgonnettes, disons-le ainsi. Chez eux, ça a juste une apparence différente, un autre nom. Et à les emmener loin, en réalité, certains pour des années de détention. Pour un mot prononcé lors d'un rassemblement, c'est l'arrestation. L'enregistrement d'un discours lors d'un rassemblement peut entraîner une amende et jusqu'à 2 ans de prison. D'un autre côté, cela signifie que, depuis plusieurs années déjà, des témoins signalent que des viols collectifs de lycéennes par des groupes de Pakistanais. Pour une raison quelconque, ce sont toujours des Pakistanais. Il n'y a pas de Chinois là-bas, ce sont toujours des Pakistanais pour une raison quelconque. Et ces affaires ne sont absolument pas enquêtées. On les attribue à une manifestation de la culture nationale. Mais chez nous, toutes les cultures sont égales, toutes les cultures sont bonnes. Mais en réalité, comme il est tout à fait clair, ils disent simplement qu'il ne faut en aucun cas attiser la haine envers les musulmans. Quant à nos écolières, on s'en fiche si jamais elles avorteront. Génial, génial, vraiment, c'est juste super. Vance, Rubio, Trump, tous disaient à l'Europe « Les gars, mais qu'est-ce que vous avez fumé? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, chez vos descendants ?» Ceux qui ont pris la Bastille avec les libéraux, ceux qui, comme on dit, respiraient Voltaire et Jean-Jacques Rousseau, qu'est-ce qui vous arrive? Certains endroits en Europe sont déjà méconnaissables, complètement transformés. J'aime l'Europe et je veux qu'elle aille bien, mais elle ne va pas dans la bonne direction. Ces dernières décennies, Washington et les capitales européennes considèrent largement que le seul moyen de développer une économie occidentale moderne est des dépenses publiques croissantes, une migration de masse incontrôlée et des importations constantes. Mais soudainement, après le discours de Donald Trump, qui a dit que nous n'étions plus sur la même voie, nous pensions être sur la même longueur d'onde. Mais il s'avère que ce n'est plus le cas. Comme par magie, quelque chose est apparu sur le site web du ministère de l'Intérieur britannique, appelé Home Office, qui a laissé les habitants de ce pays autrefois grands sans voix, n'en croyant pas leurs yeux. Le temps ne sera plus perdu à vérifier des publications légales sur les réseaux sociaux, libérant les agents pour patrouiller et lutter contre la vraie criminalité. Autrement dit, soudainement, l'attention de l'opposition se détourne de ceux qui n'aimaient tant pas le globalisme, le socialisme, l'esclavagisme, et qui étaient les traqués comme des criminels. Alors que tout ce qu'ils ont fait, c'est simplement exprimer leur opinion. Ils n'ont même appelé à rien. Ils ont juste exprimé leur point de vue. Et soudainement, le ministère de l'Intérieur britannique annonce qu'en fait, ils n'étaient pas des criminels, et que ce n'était pas des crimes, et qu'il faudrait plutôt s'occuper des vrais crimes. Cela m'intéresse beaucoup. Est-ce que quelqu'un sera puni là-bas? J'ai bien peur que non.
En supprimant la catégorie des incidents de haine non criminels, nous protégeons les communautés vulnérables tout en respectant la liberté d'expression. Récemment, les recommandations n'ont pas suivi l'ère numérique et les policiers étaient envoyés au domicile des gens pour des insultes et des disputes banales. Les mesures annoncées aujourd'hui empêcheront la police d'enregistrer des propos légaux. La liberté d'expression est redevenue légale après avoir été illégale, simplement parce qu'on l'appelait différemment. Le discours de haine ne plaît pas à certains, alors on l'appelle discours de haine. Personne ne s'est excusé, comme je l'ai déjà dit, et personne n'a encore proposé de compensation aux victimes. Mais pourquoi donc ? C'est intéressant, non ? Ils ont perdu la tête ou quoi ? Eh bien, enfin, bon sang, il était temps. On a vu ce qui se passe ici, bon sang. Ironiquement, la patrie de George Orwell devient une police de la pensée, comme dans 1984. La police débarque chez des gens pour des tweets inoffensifs. Des arrestations ont lieu pour des mèmes. Remettre en cause la politique d'immigration du gouvernement ? Vous êtes arrêté, monsieur. Et vous croyez que je plaisante ? Non. Il faut être dans une bulle pour ne pas voir ce qui se passe. En gros, la section 19 concerne la diffusion, disons, de la haine raciale. Vous avez publié en ligne quelque chose que, selon nous, incite à la haine raciale. Tu as propagé la haine envers le Hamas. Et tu es arrêté pour ça. Je ne peux pas tout expliquer. Un commentaire sur son masque. Si on avait posté ça sur Facebook, on aurait été arrêté. Vous êtes venu m'arrêter, mais vous ne le touchez pas. Pourquoi en est-on arrivé là ? Pourquoi suis-je menotté ? Parce qu'il a raconté quelque chose et ensuite je l'ai transmis. Si quelqu'un a manifestement été dérangé à cause de votre page sur les réseaux sociaux... On va m'arrêter juste pour une publication Facebook ? On nous a signalé que vous aviez publié des commentaires offensants et obscènes, faisant l'objet de plaintes, et ils provenaient de votre compte Facebook. C'était quoi ce commentaire ? Tu as écrit un commentaire sous la publication de quelqu'un, et quelqu'un a été très vexé par ce post et par ton commentaire. Et maintenant, nous allons t'arrêter, procéder à une perquisition avec confiscation de tous tes téléphones, comptes Telegram, ordinateur et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, comme en URSS, comme dans la Russie mafieuse de Poutine, ou non, c'est la France de Macron, l'Angleterre de Starmer, l'Ukraine de Zelensky, qui se moquent complètement des filles violées. En fait, ils se moquent de tout, du moment qu'ils renforcent leur pouvoir. Inspirés par les appels de Trump, Vanza et Roubaix, les partis conservateurs d'Europe ont commencé à plaider ouvertement pour un changement de cap, passant du globalisme au nationalisme à l'américaine. Eh bien, America First, France First, c'est naturel, moi d'abord, pour moi la famille Jean d'abord, désolé, pas celle des autres. Eh bien d'abord, on n'y peut rien, je n'ai pas l'intention d'y changer quoi que ce soit. D'ailleurs, la popularité de Starmer a chuté, ce qu'on appelle en politique, moins 40. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour lui et son parti, 30% est contre 70%. 70 contre moins, 70 plus 30, ça fait moins 40. Les politiciens des pays occidentaux se sont empressés de se camoufler et d'annuler des lois infâmes, ainsi que leur mépris ignoble pour leurs propres affaires. Les citoyens espèrent qu'on leur pardonnera cela. En Allemagne, tout à coup, Conservertz a déclaré, ni plus ni moins, que 80% des émigrés syriens retourneraient lents chez eux. C'est-à-dire quoi ? Donc c'est leur ICE. Bon, le type s'appelle autrement, mais c'est la même chose, non ? Il va les attraper et les expulser. C'est une expulsion, messieurs. 80% des Syriens, ça fait 1 million de personnes. 1 million de personnes. Et combien d'autres musulmans, admis temporairement, se promènent encore en Allemagne ? Oui, je sais qu'il faut croire aux musulmans. Là où les allocations sont les plus élevées, tout le monde s'y rendait. On y gagne même plus qu'en travaillant 8 heures à creuser ou livrer. Cela donne une image très claire. Le pendule est allé complètement dans l'autre sens. La migration de masse est terminée. L'Europe tourne enfin la page. Tout le continent dit « ça suffit ». Les patriotes britanniques, les patriotes de l'UE, les peuples d'Europe en ont officiellement assez. Et cela commence enfin à porter ses fruits. C'est triste que tant de dégâts aient détruit la vie de nombreuses personnes, notamment à cause des bandes de pédophiles, et que de nombreuses jeunes filles aient vu leur existence bouleversée. Déchirée. Mais on ne peut pas revenir en arrière et changer l'histoire. Mais on peut changer le cours de l'histoire, et c'est exactement ce qui se passe. Et tout cela, encore une fois, grâce à qui ? Donald J. Trump. Iran. Des dépôts de missiles et d'autres munitions ont été découverts et détruits. Un pont a donc été détruit en Iran, le plus grand pont d'Iran.
Nous commençons avec une nouvelle vidéo du CENTCOM américain, offrant aux Américains un regard inédit sur les frappes américaines contre le régime terroriste iranien. Le président Trump déclare que l'opération Fureur épique approche de sa fin. Nouvelle importante ce jeudi. Je suis Harris Faulkner et vous regardez Faulkner Focus. Hier soir, le président s'est montré très confiant lors de son allocution au peuple américain. Il affirme que la mission progresse et avertit le régime iranien, celui qui tue son propre peuple, que les États-Unis n'en ont pas encore fini avec cela. Je suis heureux d'annoncer que ces objectifs stratégiques clés sont proches d'être atteints. Depuis le début de l'opération Fureur épique, j'ai clairement indiqué que nous continuerions à agir jusqu'à ce que nos objectifs soient pleinement atteints. Grâce aux progrès que nous avons réalisés, je peux déclarer ce soir que nous sommes en bonne voie pour atteindre très prochainement, très rapidement, tous les objectifs militaires de l'Amérique. Nous leur porterons un coup dur dans les 2 ou 3 prochaines semaines. Nous détruirons leur équipement et les ramènerons à l'âge de pierre. Nous les ramènerons à l'âge de pierre, en fait, là où est leur place. Et le CENTCOM communique en fait sur l'ampleur de l'opération Fureur épique. C'est un élément mesurable de ce que nous faisons là-bas sur le plan militaire. Les États-Unis ont frappé plus de 12 300 cibles, endommagé ou détruit plus de 155 navires iraniens et utilisé plus de 30 moyens américains différents. Ensuite, l'ancienne conseillère adjointe à la sécurité nationale, Victoria Kutz. Nous allons approfondir le sujet. Elle a aidé à analyser le discours du président d'hier. Nous y reviendrons plus tard. Je commence avec le correspondant principal à la Maison-Blanche, Peter Doocy. Peter. Et Harris, le président Trump a informé les partenaires de l'OTAN que s'ils ont besoin d'aide pour maintenir le détroit d'Ormuz ouvert, les États-Unis leur apporteront cette aide, mais que les États-Unis ont presque fini d'assumer un rôle de premier plan dans cette affaire. Bienvenue à notre émission. J'espère que vous allez bien. Où que vous soyez, j'enregistre ceci le 2 avril. Nous avons des nouvelles importantes. L'une des plus grandes cibles en Iran a été touchée et détruite. Et il s'agit d'un pont d'une importance critique situé en dehors de Téhéran. Ou je dirais un pont reliant Téhéran au reste du monde, permettant aux militaires de transporter des fournitures aller-retour pour maintenir les opérations militaires en état de marche. Nous l'avons fait. Nous avons la vidéo. C'est incroyable. De plus, le principal négociateur en Iran, qui tentait de négocier officieusement un cessez-le-feu avec les États-Unis, a été grièvement blessé, apparemment à la suite d'une frappe aérienne israélienne. C'est le pont B1 à Karaj, reliant ou ouvrant Téhéran au monde extérieur. Il permet le transfert de troupes et le déplacement de ressources militaires. Il pourrait l'utiliser comme itinéraire d'évacuation pour les hauts dirigeants. C'est un pont immense, tout simplement gigantesque. C'est l'un des plus grands ponts de cette région du monde. Et c'est le plus cher que les Iraniens aient jamais construit. C'est un site stratégique. Cela modifie l'équilibre stratégique sur Terre lorsqu'une telle cible est atteinte, ce qui vient d'arriver. Nous allons vous montrer cela en plein écran. Vous verrez comment ce pont sera détruit, coupant une partie de la route de repli depuis Téhéran et empêchant le régime de se réapprovisionner ou de recevoir des renforts. Regardons. Donc, vous voyez juste là, une puissante explosion s'est produite sur le pont. Le pont s'effondre. Le pont s'effondre. Vous voyez comment il s'effondre juste là. Regardez. Et ce n'est pas du tout la seule frappe. Il me semble, laissez-moi vérifier. Il me semble que cela vient aussi de Karaj. Regardons la vidéo. Vous pouvez observer juste ici une énorme colonne de fumée. C'est simplement une colonne de fumée gigantesque après le raid aérien mené par les États-Unis d'Amérique qui détruisent sans cesse de nouvelles cibles. Compte tenu de la quantité de fumée, des destructions et du carnage, il s'agit très probablement d'une installation de lancement de missiles souterraines. Et en voici un autre. Une autre frappe est déjà en cours. Ce sont des images d'une frappe aérienne contre les milices iraniennes à Anbar, en Irak. Ces images sont tout simplement folles. Regardons. Regardons. D'énormes explosions persistent. Des dépôts d'armes dans des bunkers et sous terre, des usines, des ponts, des restes de la flotte. À la question de savoir pourquoi l'aviation frappe en bande, demandez-vous vous-même. Quelqu'un est en prison aux actions menées contre les républicains et Trump entre 2016 et 2024. Quelqu'un est devant la justice. Au moins une certaine justice a finalement rattrapé quelqu'un. Trump le 2 avril 2026. Elle a rencontré Trump dans le bureau ovale la veille au soir,
avant son allocution à la nation sur l'Iran, où on lui a annoncé son renvoi. Selon les informations, quand Trump était monté à la tribune, Bondi avait déjà perdu son poste et partait pour la Floride. 2 raisons expliquent ce licenciement. La première, c'est l'affaire Epstein. Pam a déclaré en février, c'était en 2025 sur Fox News, que la liste des clients d'Epstein était sur son bureau pour être étudiée. Après quoi son ministère a déclaré qu'une telle liste n'existait pas du tout. Cela a provoqué une vague de colère et de protestation parmi la base de Trump. Deuxièmement, Trump n'est pas satisfait de la façon agressive dont elle s'est comportée envers les enquêtes et les sanctions contre ceux qui ont poursuivi la République. Trump pendant au moins 4 ans de la présidence de Biden. C'est-à-dire ce que nous disons et pensons chaque jour, chaque heure. De nouveaux documents apparaissent tout le temps, mais il semble que personne n'est jugé. Eh bien, passons maintenant à la dissolution de l'OTAN. Plus précisément au retrait des États-Unis de l'OTAN. Sinon de jure, alors de facto. Je vais expliquer ce que cela signifie. Nous ne quittons pas formellement l'OTAN car il faut passer par le Congrès, mais nous pouvons cesser d'y participer. C'est le droit du président, sans le Congrès. Pourquoi ? Parce que nous sommes vraiment très vexés. Formellement, les Alliés ne sont pas tenus de fournir des bases aux États-Unis pour des opérations militaires, si cela se passe en dehors de l'OTAN. Les bases, nous les avons construites et équipées avec notre argent sur leur territoire. Elles sont cependant communes. Donc, formellement, nous devons leur demander « Les gars, pouvons-nous les utiliser ?» Pendant de nombreuses années, au moins 40 ans, ils nous ont pompé de l'argent, vivant à nos frais. Par exemple, eux pouvaient dire pendant la guerre « Nous ne participerons pas, notre population est contre, etc. » Mais ils étaient censés dire, enfin, pas obligés, mais ils devaient en dire. Bien sûr, vous pouvez utiliser nos bases communes pour vos besoins. Mais l'Europe, depuis longtemps, déjà depuis l'époque de Hitler, joue le rôle de ces gentils partisans de l'apaisement. Et maintenant, d'ailleurs, l'Allemagne s'est aussi jointe aux âmes sensibles. Trump commence généralement par demander énormément, puis il s'avère qu'il veut, en fait, beaucoup moins. C'est sa méthode, la méthode Trump. Une pression maximale pour atteindre un objectif concret, plus restreint. Donc, pour que vous compreniez de quoi je parle, voici quelques exemples classiques de cette tactique. Le Groenland, le Canada et le canal de Panama. En janvier 2025, il a menacé d'annexion, a parlé d'un 51e État et d'utiliser la force militaire. Mais l'objectif réel était de réduire les droits portuaires au Panama, d'obtenir des concessions du Canada sur le commerce, y compris les produits laitiers, et d'obtenir un accès militaire élargi à l'Arctique. Mais quelle annexion! Quel 51e État? L'OTAN, donc, 2% du PIB, c'était en 2017. Il menaçait de quitter l'Alliance, traiter les Alliés de mauvais payeurs. Le véritable objectif était de forcer les Européens à augmenter leur budget militaire. Ça a marché, les dépenses de l'OTAN ont augmenté. Trump a proclamé la victoire de façon très solennelle. Si on ne se lance pas des fleurs soi-même, personne ne le fera. Avec le Mexique, il a menacé d'imposer une taxe de 25% sur tous les produits mexicains si le Mexique n'arrêtait pas les migrants. Vous vous souvenez du mur? Ils vont payer le mur, n'est-ce pas? Quelques semaines de menaces, et qu'est-ce que fait le Mexique? Ils envoient 21 500 militaires à la frontière. Ils paient pour l'arrêt, en fait, ils construisent un mur avec leurs soldats, non? Et les tarifs? Personne ne les a instaurés. Bon, avec la Chine, c'est clair, là-bas, les tarifs sont de 150 à 145%, une rupture totale. Le véritable objectif de l'accord, la soi-disant phase 1, la Chine a promis d'acheter 200 milliards de dollars de produits américains. La majorité des tarifs ont été réduits. Là-bas, la Corée du Nord, c'est clair, un petit homme fusée là-bas, des menaces de te bombarder, de te faire n'importe quoi pour ainsi dire. D'accord, la rencontre a eu lieu à Singapour, et le petit homme a arrêté de tirer des missiles en direction du Japon. C'est ce qu'il voulait obtenir. Maintenant, à propos de la sortie, donc, qu'est-ce que veut Donald James Trump, alias Trumpushka? Et qu'est-ce qu'il veut de l'OTAN, ou plutôt des Européens, hein? D'abord, il veut de l'argent pour l'opération iranienne. Les Européens ont refusé de faire la guerre? D'accord. Trump veut clairement que les Alliés financent, enfin qu'ils compensent les dépenses américaines pour cette opération.
Eh bien, il a réussi à l'obtenir en Ukraine et il veut aussi l'obtenir au Moyen-Orient. Deuxièmement, donc, le détroit d'Ormuz est un objectif concret et mesurable. Les gars, envoyez des navires patrouiller le détroit. Il ne s'agit pas de faire la guerre à l'Iran, non, mais simplement d'assurer la liberté de navigation, dont vous dépendez vous-même. Le pétrole européen passe justement par là, et aussi beaucoup de pétrole asiatique. Il y a encore quelque chose d'important. Parallèlement, donc, il y a l'anniversaire des tarifs. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? La menace contre l'OTAN peut être un moyen de lier la sécurité aux négociations commerciales. Nous vous protégeons, nous continuons, d'accord, bon d'accord, d'accord. Nous allons continuer à vous protéger, mais vous ouvrez vos marchés. En résumé, l'objectif le plus probable est réel, donc, des navires dans le détroit d'Ormuz, plus de l'argent pour la guerre, plus l'ouverture des marchés. Pour que Trump sorte et dise pour ainsi dire « nous avons gagné ». Nous avons ouvert les marchés européens. Le schéma général est absolument évident. La menace maximale, c'est la panique des alliés. Une petite concession concrète, Trump proclame la victoire et se retire. Tout le monde a gagné. Je n'ai pas fait cette chose horrible promise, et vous m'avez donné ce que je voulais. C'est tout simplement génial. Avec n'importe quel autre président, les Européens auraient pensé qu'ils ne faisaient que bluffer. Mais avec Trump, ils ne savent pas. Comme on disait quand on était enfant, il est fou, il n'est pas normal, il est imprévisible. Et il peut faire quelque chose qu'un homme politique, de leur point de vue, ne pourrait jamais faire. L'Europe a décidé de donner une réponse forte au monde, aux revendications de Trump, et ils ont organisé, vous l'avez deviné, une réunion. Jeudi soir, une rencontre des représentants de 40 pays a eu lieu, au sujet d'Ormuz. La réunion virtuelle a été dirigée par la ministre britannique des Affaires étrangères, Ivan Cooper. 40 pays, une coalition. Ils ont décidé. Utiliser délibérément tout l'arsenal, diplomatique, et des instruments économiques, c'est-à-dire qu'ils vont taper du pied 2 fois en disant cela, et non pas une seule fois comme ils le font habituellement, pour assurer l'ouverture sûre et durable du détroit d'Ormuz. Parmi les mesures possibles, il y a de nouvelles sanctions contre l'Iran, et je suis absolument certain que cela inclut aussi ceux que les Américains ont déjà tués dans cette guerre. Les planificateurs militaires nous ont également informés en parallèle. Ils étudient des options pour le déminage et l'escorte des navires. L'escorte, l'exportation. L'escorte, pas l'exportation. L'escorte. Mais seulement après la fin de la phase active du conflit. Je traduis en russe, quand les gars arrêteront de tirer, alors nous viendrons. Avant cela, nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas tant de navires. Une fois le danger passé, nous viendrons aussitôt là-bas pour nous montrer un peu, par-ci, par-là. Il n'y a pas de participation militaire. En Allemagne, Pistorius l'a brillamment exprimé. Ce n'est pas notre guerre, il l'a empruntée à Trump. Nous ne l'avons pas commencé. Encore une fois, il l'a en quelque sorte piqué à Trump. Qu'est-ce qui attend Trump? Écoutez bien. D'une poignée de frégates européennes. Y a-t-il une puissante flotte américaine dans le détroit d'Ormuz qui ne peut pas gérer cela? Eh bien, tout d'abord, il a complètement déformé ce que Trump a dit. Et en plus, il a affirmé que l'Europe n'a qu'une poignée de navires. Et les États-Unis ont une flotte puissante. Pauvres petits Européens. Comment allez-vous faire? Vous n'avez que 450 sangréips, seulement 500 millions de personnes au total. Comment comptez-vous vous défendre contre la Russie, qui a une population 4 fois moindre que la vôtre? La représentante de l'Union européenne, Kaja Kallas, a participé à la réunion. L'Italie, les Pays-Bas et les Émirats ont appelé à la création d'un corridor humanitaire. Pour les engrais et surmonter la crise alimentaire, nous lançons un appel. Nous ne disons pas que nous allons envoyer une frégate maintenant, un salaud leur tirera dessus. Nous répondrons par le feu, puis ils iront en Iran et demanderont d'en emmener avec eux. Et si cela ne marche pas, ils iront demander à Poutine. Voilà le résultat. La coalition est créée. Les mots ont été prononcés. Rien ne s'est passé. Une réponse européenne classique. La diplomatie maintenant. La planification militaire plus tard, et l'exécution des plans, jamais. Comme toujours, pour ainsi dire, un gros pétard mouillé. Pourquoi se sont-ils réunis pour parler vaguement? Parce qu'il était clair dès le début qu'ils étaient impuissants.
Question. Pourquoi avons-nous besoin d'un puissant? La réponse est la suivante. Nous n'en avons pas besoin nous-mêmes. Mais nous ne voulons pas qu'il soit pris par la Russie ou la Chine. Et par pris, je ne veux pas forcément dire une occupation. Cela peut être une alliance volontaire entre des régimes similaires. Et pour finir, si vous n'avez toujours pas compris ce que nous faisions en Iran, quel était l'objectif et comment nous l'avons accompli? Alors écoutez Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, l'assistant du président pour la sécurité nationale et le directeur des archives. Il transmet actuellement ce dernier poste à son successeur. Il a également occupé un 4e poste. Il a également dirigé lorsque l'USAID a été démantelé. Ils ont expulsé tous ceux qu'ils pouvaient là-bas. Et on a donné à Marco Rubio la possibilité de diriger et de renvoyer des gens. Éliminer tous les autres. Mais il a déjà cédé ce poste. Et voici un homme qui, en fin de compte, est entièrement responsable de la politique étrangère des États-Unis au sein du gouvernement. Alors, il est évident qu'on leur a offert toutes les options pour un programme nucléaire à usage énergétique, jamais militaire, qu'ils ont toujours refusé. Mais pourquoi attaquer maintenant? Que cherchait à faire l'Iran? L'Iran cherchait à établir un bouclier conventionnel avec de nombreux missiles et drones pour dissuader toute attaque, ce qui a été assez efficace. Nous étions proches d'une situation où l'Iran disposerait de tant de missiles et de drones que personne ne pourrait s'opposer à son programme nucléaire. Ce risque était inacceptable. En aucune circonstance, un pays dirigé par des religieux chiites radicaux avec une vision apocalyptique de l'avenir ne doit jamais posséder l'arme nucléaire. Il ne faut jamais leur permettre de cacher et protéger ce programme et leurs ambitions derrière un bouclier de missiles et de drones contre lequel personne ne peut agir. C'était notre dernière et meilleure occasion d'éliminer cette menace conventionnelle, ce bouclier conventionnel qu'ils voulaient reconstruire, et le président a bien fait de le détruire maintenant. L'objectif est de détruire leurs missiles conventionnels et leurs programmes de drones pour qu'ils ne puissent plus s'en servir comme couverture et qu'ils acceptent enfin un accord garantissant qu'ils ne posséderont jamais d'armes nucléaires. Pendant que l'Iran appelle chaque jour, voire chaque seconde, à la mort des Américains, des Israéliens et, en fait, de tous les chiens infidèles. Eh bien, nous, vous et moi. Donc oui, ce pays ne le peut pas. C'est-à-dire que les chiens infidèles n'ont pas le droit de permettre à ces chiens fidèles d'avoir des armes atomiques, des armes terribles et destructrices. On ne doit pas laisser les enfants et les fanatiques jouer avec des allumettes. J'ai été l'un des plus fervents défenseurs de l'OTAN au Sénat américain, car j'y voyais une grande valeur. Et il ne s'agissait pas seulement de défendre l'Europe, je disais que cela nous permettait aussi d'avoir des bases militaires en Europe, ce qui nous donnait la possibilité de projeter notre puissance dans différentes parties du monde lorsque notre sécurité nationale était menacée. Si nous en sommes arrivés au point où l'OTAN signifie que nous ne pouvons plus utiliser ces bases, qu'en fait nous ne pouvons plus les utiliser pour défendre les intérêts américains, alors l'OTAN devient une route à sens unique. L'OTAN fait dépendre nos troupes en Europe. Elle protège l'Europe, mais nous ne leur demandons pas d'aide militaire ou de frappe aérienne quand nous en avons besoin. Quand nous leur demandons de nous permettre d'utiliser leurs bases militaires, ils refusent. Pourquoi sommes-nous dans l'OTAN? Il faut se questionner. Pourquoi avons-nous des centaines, voire des milliers de milliards de dollars, ainsi que de nombreuses troupes américaines dans la région, si nous ne pouvons pas les utiliser en cas de besoin ou qu'on ne nous permette pas d'utiliser ces bases? C'est pourquoi je pense qu'il ne fait aucun doute, malheureusement, qu'après la fin de ce conflit, nous devrons revoir ces relations. Nous devrons réévaluer la valeur de l'OTAN et de cette alliance. NATO and that alliance